invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. François Chollet est avec nous ce soir, directeur général de Montségur Finance. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Frédéric Rollin de nous accompagner également. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management, et Hervé Goulet-Kerr. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes Senior Economic Advisor d'Accuracy. Parmi les sujets d'actualité, le sujet pétrolier, avec une initiative qui est quand même assez inédite. Les États-Unis essayent d'emmener un certain nombre de pays, gros consommateurs de pétrole, vers l'utilisation d'une partie de leurs réserves stratégiques. On parle de pays comme la Chine, l'Inde, la Corée, le Japon, le Royaume-Uni, sachant que les États-Unis, Joe Biden a décidé que le pays allait sortir 50 millions de barils de ses réserves stratégiques. Alors, je le disais, le pétrole rebondit sur cette nouvelle, mais encore une fois, ce n'est pas une nouvelle anodine, dans un contexte où l'inflation devient un sujet très politique. Qu'est-ce que cette initiative, cette action concertée peut nous dire aujourd'hui de cette question, Hervé ? Il y a une préoccupation sur la dynamique des prix, c'est évident. Quand on voit la confiance des ménages un peu partout, elle a tendance à faiblir. Quand on voit la cote de popularité du président Biden, elle baisse depuis la mi-août. Alors, il y a l'histoire de l'Afghanistan, mais on peut se dire qu'il y a peut-être aussi un peu d'histoire d'accélération des prix. Donc, on voit qu'il y a une toile de fond politico-économique en faveur de l'espoir d'un prix du pétrole plus bas. Ça, c'est clair. Si on regarde l'économie du pétrole, il se passe juste quelque chose de bizarre actuellement, parce que depuis l'apparition du Shell Oil aux États-Unis, donc de ce pétrole qu'on pourrait qualifier d'alternatif, en fait, ce qu'on voyait bien, c'est qu'à chaque fois que le prix du pétrole montait, les Américains pouvaient mettre plus d'huile sur le marché et ça faisait baisser les prix. Et aujourd'hui, on a quand même un prix du pétrole qui a doublé, et puis on ne voit pas beaucoup de Shell Oil en plus. Donc l'économie du pétrole marche différemment, sans doute parce que il n'y a pas eu beaucoup d'investissements, et donc la capacité à mettre de la surproduction, elle est juste plus faible, et puis tout le monde a en tête l'idée, les mesures à prendre pour lutter contre le réchauffement climatique, et donc tout ce qui est énergie à base de carbone est voué tout de même à avoir une part moins importante. Donc ça marche différemment, et c'est là où on bascule sur le politique. Si la gestion économique ne marche pas, il faut une gestion plus politique. Alors la gestion plus politique, en fait, ça serait d'abord appuyer sur le ventre des producteurs qui pourraient en mettre plus sur la table. Alors ils ne sont pas si nombreux que ça, mais il y a les Saoudiens qui pourraient faire un effort. Si on arrivait à s'entendre avec les Iraniens, ils pourraient faire un effort. Les Russes, on les soupçonne toujours de ne pas être complètement là lorsqu'il le faudrait. Et donc, si cette partie-là, le politique classique ne marche pas, on joue du politique exceptionnel et on joue des réserves. Alors, je pense que dans le contexte économique, et je pense que la culture du pétrole est une culture plus économique que politique, on est un peu sceptique. 50 millions de barils jour, ça fait une demi-journée de consommation mondiale de pétrole. C'est bien, mais ça ne fait pas beaucoup. C'est assez à la marge, peut-être trop à la marge pour que ça ait un impact. Mais un prix du pétrole plus bas, ça serait quand même une bonne nouvelle. Et moi, les spécialistes des matières premières m'ont toujours appris que l'utilisation des réserves stratégiques, parce que la menace a régulièrement été brandie dans l'histoire, c'était la fausse bonne idée. C'est-à-dire que c'était le côté fusil à un coup. Une fois qu'on a commencé à taper dans les réserves stratégiques, on sait que derrière, il n'y a plus beaucoup d'options ou d'actions possibles pour faire baisser les cours. Et par nature, ces stocks sont finis. En tout cas, les réserves stratégiques ont une dimension finie. Oui, ça ressemble un peu à une banque centrale qui essaye désespérément de défendre sa monnaie. La livre sterling contre Soros dans les années 90 et plein d'autres monnaies. Effectivement, 50 millions de barils jour, en plus de l'ensemble des partenaires, c'est une demi-journée, donc c'est pas grand-chose, mais ça réduit les stocks, donc on pourra moins en faire plus tard. Donc c'est pas forcément une bonne stratégie. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a été mise en place ? Peut-être parce que l'administration Biden a besoin de dire, voyez-vous, on fait quelque chose. Et c'est vrai que pour le consommateur américain, les voitures d'occasion ont déjà fortement monté. Maintenant, c'est le prix de l'essence qui monte. Ça finit par faire mal. La confiance des consommateurs s'en ressent. Il faut faire quelque chose. Mais dans l'ensemble, pour l'instant, il y a un véritable déséquilibre important entre l'offre et la demande.
une demande très forte parce qu'on a une croissance économique simplement très forte, et puis l'OPEP+, qui a du mal à s'aligner, et en plus le pétrole de schiste américain qui jusque-là faisait office de tampon, quand il y avait une forte demande comme ça, qui peine pour l'instant à progresser, peut-être parce que la volatilité du pétrole a été telle ces dernières années que beaucoup de ceux qui ont mis de l'investissement, de l'argent pour investir dans le pétrole de schiste américain se sont retrouvés quand même, se sont fait casser les reins par la volatilité. Donc il y a peut-être aussi un petit peu moins d'entrain de ce côté-là, auquel on peut ajouter les problèmes de réchauffement climatique. Donc c'est peut-être un niveau qui est appelé à durer. Maintenant, on ne peut pas monter trop haut non plus. Je pense que l'OPEP+ le sait, parce que derrière, on peut éventuellement casser la croissance. Mais je dirais qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'ils ne maintiendraient pas finalement un pétrole à des niveaux élevés, sachant qu'il y a un tel momentum économique? Pourquoi eux-mêmes n'en profiteraient-ils pas? Je pense que ça va être dur de les convaincre du contraire. Pourquoi vous dites, Hervé, on aimerait voir un prix du pétrole plus bas aujourd'hui, 75-80 $ le baril, avec la croissance dans laquelle on vit, c'est douloureux? On ne vivra pas toujours avec les rythmes de croissance que l'on a. Si on se projette d'ici un an, on aura sans doute des rythmes significativement inférieurs. Non, je pense qu'on est avec des préoccupations de court terme. On arriverait à avoir un ralentissement des prix qui vient plus vite qu'on ne le croit aujourd'hui. Eh bien, tout le monde serait content, quoi. Donc, et comme sur quel levier pourrait y participer. Voilà, sur quel levier peut-on jouer? On se dit que comme le prix du pétrole a beaucoup monté, il y aurait des bonnes volontés pour le faire baisser. On le remettrait à 70 $. Globalement, dans les prochains indices de prix, ça se verrait. Ouais. Est-ce que vous êtes inquiet, François, de l'impact que la hausse des prix pourrait avoir sur la consommation, sur la demande finale, dans les secteurs que vous suivez sur les marchés, dans cette période de fin d'année, qui est toujours une période importante pour la consommation en général? Je partage le diagnostic, c'est-à-dire que les mécanismes d'il y a quelques années ne marchent plus, l'ajustement de l'offre sur le pétrole, et donc le sous-investissement chronique et durable maintenant va finir par se ressentir dans l'incapacité à fournir les quantités que le marché doit pouvoir demander aux producteurs. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut nous amener à des pics de prix qu'on a pu connaître, et donc c'est de nature à inquiéter les gens qui ont un peu d'expérience, notamment sur les marchés, puisqu'il suffit de se rappeler que on a parlé beaucoup de la crise des subprimes, mais que c'était aussi, et peut-être même essentiellement, initialement, un choc pétrolier qui nous a précipité dans la dernière grande crise que nous avons connue, avec un très fort ralentissement. Je rappelle que le baril était allé à 150 $ à l'époque, avant de tomber à 30. C'est-à-dire qu'on avait fait en accéléré un choc et un contre-choc pétrolier. On n'est pas là. Pour autant, les consommateurs vont à la pompe et voient des prix revenus quasiment sur des niveaux identiques côté européen. Clairement, c'est de nature à inquiéter, parce que on voit bien, c'est tendu. Et si vous regardez évidemment les chaînes d'information, quand vous regardez les manifestations et les populations, eh bien, c'est un signal très fort, et c'est un indicateur massif d'une consommation contrainte, et qui vient prélever beaucoup de capacité d'autres choses pour les ménages et pour les gens qui travaillent, tout simplement. Alors c'est ça, parce que pour le reste, j'allais dire, si on sort de la seule question pétrolière ou des prix de l'énergie en général, on voit des hausses de prix sur beaucoup de biens de consommation aujourd'hui. Dans cette période de fin d'année, Thanksgiving arrive aux États-Unis. Est-ce que vous êtes inquiet sur la demande finale? Est-ce qu'on arrive à des niveaux de hausse de prix qui vont commencer à attaquer la demande finale dans des secteurs de consommation discrétionnaire? On parle de fête de fin d'année. Oui, je crois qu'on va avoir des signaux très clairs qui vont intervenir déjà à la fin de cette semaine avec le Black Friday. On a des chiffres qui vont arriver la semaine prochaine sur la consommation, qui vont être des éléments clés, puisque c'est une zone qui concentre beaucoup de dépenses aux États-Unis, mais également en Europe désormais, et ça donne des bons chiffres sur les tendances de fin d'année. À ce stade, on n'a pas le sentiment qu'il y ait trop de pénurie, mais on va voir, parce qu'on pourrait être surpris par la demande. J'ai été surpris tout à l'heure par un chiffre, notamment en France, des décollectes du livret A qui est historique ce mois-ci. J'ai vu ça. Bon, je n'ai pas démarré le mois en disant qu'on aurait une décollecte aussi massive sur les placements préférés des Français pour leur liquidité. Donc, et quel lien vous faites alors ?
On va taper dans les réserves. C'est difficile de prévoir. C'est difficile de prévoir la façon dont les Français vont consommer cette année. On sait qu'ils ont moins consommé cette année qu'ils n'avaient consommé en 2019. Est-ce que ça va se concentrer sur cette fin d'année-là? Et est-ce que l'offre va être suffisante sur l'ensemble des éléments demandés? Là, c'est des questions qui sont... on est dans un territoire un peu nouveau. Est-ce qu'on peut y voir un signe de confiance quand même, François, quand on désépargne et qu'on touche au livret A, comme vous dites, le produit préféré de placement disponible d'épargne liquide des Français? Le marché n'est pas inquiet d'un manque de confiance. Mais un peu de confiance chez le consommateur, au final. Oui, je pense que le marché, encore une fois, il est plutôt dans un schéma où il s'inquiète d'une surconsommation plus qu'autre chose. Donc, on a, faut pas se leurrer, ça fait maintenant quasiment une année passée, même 15 mois, qu'on a Noël qui est déjà là. On a tout eu. On a tout eu dans la haute du Père Noël bien avant l'heure et dans des proportions qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Ça crée des décalages et ça se voit sur les matières premières, ça se voit sur les indices de prix, ça se voit sur des tensions sur la capacité à délivrer les produits demandés. Donc c'est quelque chose qui, je pense, va trouver son paroxysme en cette fin d'année. Est-ce que l'année prochaine, on va retrouver rapidement un mode de fonctionnement plus normal? C'est un autre scénario. Effectivement, ce serait peut-être un peu plus apaisé si les entreprises avaient un peu plus de visibilité sur la demande et sur la capacité à la fournir. Comment on peut comprendre, Hervé, le fait que les Français désépargnent à travers cette décollecte de 2-3 milliards du livret A? Alors moi, je n'avais pas l'information avant que vous la donniez, Grégoire, donc merci pour ça. Vous retrouvez merci à François. Moi, en fait, ce que mon petit doigt me dit dans cette histoire, c'est que, en fait, je ne le lirai pas positivement. J'aurais tendance à le lire, il y a de la désépargne dans le livret A. Parce que en fait, c'est plutôt des gens modestes qui sont confrontés justement à l'inflation, sont confrontés à des contraintes de pouvoir d'achat. C'est eux qui ont été touchés par la crise de la Covid. Et donc, ils essaient de maintenir leur profil de consommation de cette façon-là. Les gens les plus aisés, ils ont épargné pendant cette crise épidémique, mais alors peut-être qu'il y a eu un tampon au travers du livret A, mais après c'est parti dans l'assurance vie, dans des produits divers. Et donc, à mon avis, c'est plutôt les gens les plus modestes, et donc je le lirais plutôt comme un signal justement de ce dont on parlait, que l'inflation, ça vient bien manger le pouvoir d'achat. 2,8 milliards de décollecte en octobre pour le livret A, c'est inédit depuis l'année 2014. Sur le sujet de l'inflation, allons-y avec les banques centrales, bien sûr, Frédéric. Tandem Powell-Brennard, est-ce que ça nous dit quelque chose de nouveau de la colonne vertébrale intellectuelle qui guide les débats au sein de la Fed? Et puis, prochain débat, 14 et 15 décembre, faut-il accélérer la normalisation, accélérer le rythme du tapering, l'extinction progressive des achats nets d'actifs et passer plus vite que prévu à la partie hausse de taux? Alors Powell-Brennard, c'est une colombe et puis une super colombe en fait. Donc mais aujourd'hui, ils sont parmi les membres votants que nous connaissons aujourd'hui et qui seront votants en 2022. Il y a quand même encore une majorité de faucons, il y en a 4, et 3 colombes. Donc pour l'instant, on a, je dirais, un équilibre qui est plus en faveur de la sévérité, mais il y a 3 nominations. Et comme on a une colonne vertébrale qui est plutôt colombe, et puis Joe Biden n'a pas du tout le souhait de casser la croissance, on peut penser que la Banque centrale américaine restera plutôt sur le mode accommodant. L'année prochaine, attention, sachant que il y en a qui changent d'avis. On compte certains faucons qui étaient colombes et quelque temps qui ont changé d'avis parce qu'ils voient l'inflation. Alors ça c'était pour discuter un petit peu de la Banque centrale américaine. Donc oui, il y a beaucoup de faucons, mais il y a des nominations, donc ça devrait quand même aujourd'hui, ça nous inquiète aujourd'hui pas trop. Maintenant, que va faire la Fed l'année prochaine? Je pense que il y a autant d'avis pratiquement que de gérants, et puis même la Fed le sait-elle elle-même, je ne sais pas. Ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire que le processus de resserrement est entamé, c'est parti, et maintenant on va regarder les données. Alors d'habitude c'est un petit peu plus facile parce que les données qu'on va regarder, on les connaît, c'est-à-dire c'est la croissance et l'emploi. Aujourd'hui, on va regarder la croissance, l'emploi et
l'inflation. Et les choses sont aujourd'hui un petit peu en train finalement de se contredire. Est-ce que l'inflation va casser la croissance ou pas? Donc pour nous, la Banque centrale américaine, la question qu'elle se pose aujourd'hui, et c'est la question je pense que tous les investisseurs doivent se poser, c'est est-ce que l'inflation va survivre à la croissance? Est-ce qu'on va rentrer dans un contexte inflationniste avec une faible croissance? Auquel cas, vous achetez de l'or, vous vendez des actions. Ou alors, on va être sur un mode où l'inflation va baisser, la croissance va continuer, auquel cas, vous achetez des actions et vous vendez l'or. Donc, c'est véritablement la question. Nous, on pense qu'on aura un petit peu les deux, mais l'inflation, quand même, la croissance va survivre à l'inflation. Donc, Jérôme Powell, pour ne pas parler directement des investisseurs, mais Jérôme Powell, lui, va pour nous avoir le temps de procéder à un resserrement progressif. Alors voilà, il va probablement peut-être accélérer un petit peu. Les données ne sont pas très bonnes quand même. La croissance est toujours là, donc accélérer un petit peu son tapering, c'est pas du tout impossible. Mais je dirais dans l'ensemble, une banque centrale américaine qui s'adaptera aux conditions économiques, mais du côté la croissance. Colombe. Toujours. Du côté, voilà, continuer, parce que je pense qu'ils n'auront pas peur, comme nous, d'une reprise très durable de l'inflation. Vous l'avez dit, donc la Banque centrale européenne, elle, est peut-être en train de faire une erreur? La Banque centrale européenne, c'est un petit peu différent. Pour nous, le risque inflationniste, là, est minime. Mais la composition, je dirais, de la Banque centrale européenne est probablement un petit peu moins, je dirais, adepte du risque inflationniste. On sent quand même qu'il y a des réticences qui sont beaucoup plus fortes dans la Banque centrale européenne. Pour nous, la Banque centrale européenne doit maintenir une politique monétaire très accommodante. La croissance européenne n'est pas si forte que ça. Les risques inflationnistes n'est pas énorme. Les hausses de salaire, on ne les voit pas encore véritablement poindre aujourd'hui. Il y en a un petit peu, mais enfin, ça reste très morcelé. Morcelé, oui. Donc, dans l'ensemble, pour nous, la Banque centrale européenne doit maintenir une politique monétaire très accommodante. Donc, oui, on n'est plus dans l'urgence. Donc, il faudra, probablement j'en sais rien. réduire. Il y a 10 millions d'Autrichiens qui sont confinés depuis hier pendant au moins 3 semaines, Frédéric. Oui, mais on a vu quand même que alors après, on va voir quel type de confinement et comment évolue l'épidémie. Donc, moi, je vous parle sous l'hypothèse, effectivement, que l'épidémie continue, je dirais, d'avoir une incidence relativement modérée sur la croissance. Il est évident que si on repart, on a un nouveau variant, on repart dans des confinements sévères à travers le monde. Dans ces cas-là, je pense que la question du resserrement monétaire de la BCE ne se posera plus. Il faudra prolonger l'urgence. Mais là, je pense quand même qu'on va sortir progressivement de ce quantitative easing, au moins pour la partie urgence, emergency. Comment vous regardez alors l'avenir des politiques monétaires? Quand même un sujet de marché très important. Même les gérants actions suivent ça de très très près. On voit de la volatilité sur les marchés obligataires qui s'installent, des mouvements sur les devises également. Oui, le marché il a tranché effectivement dans un scénario assez clair, puisque le 10 ans américain remonte un peu, mais on reste encore à 1,60 sur des niveaux qui en tout cas donne un taux d'intérêt réel extraordinairement négatif, et puis des parités de change, puisque c'est quelque chose qui, pour le coup, fait partie des indicateurs les moins perturbés par les banques centrales et les politiques volontaristes, puisque c'est un marché très très large. Et on voit bien que le dollar se renforce de manière assez continue. Il vient de faire d'ailleurs un magnifique parcours face à l'euro, et ça joue beaucoup d'ailleurs dans les performances de nos allocations d'actifs. C'est quelque chose qui compte beaucoup. Clairement, le marché a donc trouvé la direction d'une banque centrale européenne qui va continuer à être extrêmement expansionniste, et puis une banque centrale américaine qui va normaliser a priori, et donc ce différentiel de traitement a conduit à ce mouvement. Donc le marché, en tout cas, lui, le lit au premier degré. On va dire ça comme ça, et de manière assez simple. Et nous, on n'a pas tendance à vouloir aller contre ce mouvement-là. On a eu l'opportunité d'avoir pas mal de dollars dans nos allocations, ce qui était plutôt bien. Et puis dans les choses aussi, c'est que quand on veut diversifier, c'est vrai que derrière, trouver des zones de diversification en devises, etc., c'est pas toujours simple. On avait un peu investi notamment dans les obligations émergentes, beaucoup libellées en dollars, ça a pas mal aidé, et un peu à partir de cet été sur des obligations chinoises, en partant du postulat que peut-être il y aurait une détente un peu de la politique qui, pour le coup, était plus restrictive en Chine. C'était un peu
contrariant comme idée d'investissement, mais on n'en avait pas, donc on a commencé des lignes à ce moment-là. Et il s'avère que c'est là aussi dans le sens de ce qui a l'air de vouloir se dessiner pour les trimestres qui viennent. Donc, non, je suis assez consensuel sur le sujet des politiques de banque centrale par rapport à ce que nous montre le marché aujourd'hui. Et ça ne génère pas une inquiétude particulière pour 2022 Je crois que l'expérience a montré, notamment le dernier trimestre 2018, que la Banque centrale américaine avait un impact direct sur le marché dès lors qu'elle menait une réduction de la taille de son bilan. On a vu l'impact, puisque le dernier trimestre avait été assez sanglant. Je pense que là aussi, ils ont appris et que ça va être fait avec plus de précautions qu'il y a 3 ans. Faut-il accélérer la normalisation des politiques monétaires aux États-Unis, en Europe, Hervé? Je dirais d'abord que la curiosité du jeu, c'est qu'on est en train de dire, mon Dieu, il y a de l'inflation, donc, conséquence logique, les politiques monétaires doivent être moins accommodantes. Mais si on prend le premier élément, on a un choc un peu universel, la maladie. Et en fait, aujourd'hui, vous prenez le noyau dur des prix à la consommation, donc on enlève l'énergie, on enlève les produits alimentaires. On est à plus de 4 aux États-Unis, on est à 3 au Royaume-Uni, on est à 2 en zone euro. Donc en fait, face à un choc universel, la réponse est différenciée, ce qui veut vraisemblablement dire que dans nos inflations, il y a quand même du local. Alors c'est sans doute les bizarreries du marché du travail outre-Atlantique, le taux de participation qui a beaucoup baissé, et donc un peu comme avec les goulots d'étranglement sur les chaînes de production, on a un peu des hausses de coûts. Aux États-Unis, on doit pointer le Brexit, vraisemblablement, Royaume-Uni, au Royaume-Uni. Oui. Pardon. Et puis en zone euro, peut-être que c'est plus pur. Et donc, on a sans doute l'impact du choc économique lié au confinement et à la sortie. D'ailleurs, si on prend un pays supplémentaire, le Japon, les prix, mesurés de la même façon, eh bien, ils baissent de plus en plus au Japon. Ce qui veut dire que là, les anticipations inflationnistes sont tellement contrôlées que finalement, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça continue d'être très faible, voire de baisser. Donc en fait, on voit bien qu'on a une situation qui n'est pas homogène d'un pays à l'autre, et donc il ne faut pas s'attendre à une réponse homogène. Et ça, je crois que le marché des changes l'a bien compris. Il y a le dollar qui monte. Ça, je pense, c'est la toile de fond. Il y aura une désynchronisation dans cette phase de normalisation. Voilà. Et ça, en termes de marché, ça peut être des opportunités ou des risques. Si on met tout le monde dans le même panier, à mon avis, c'est un risque. Si on accepte cette hiérarchie, il y a des choses à en tirer. Et je pense qu'on peut déjà en tirer des choses. Une fois qu'on a dit ça, sur les déclinaisons pays par pays, oui, aux États-Unis, en fait, ils n'ont pas envie de normaliser vite, mais ils vont être obligés de normaliser parce que le glissement sur un an des prix est à un niveau élevé, qu'en plus, pas de chance, sur les mois les plus récents, les salaires accélèrent bien, que les gains de productivité qui tenaient bien le choc baissent maintenant. Donc en fait, il y a un court terme qui oblige la Fed à bouger. Oui, elle a sans doute raison. L'accélération des prix est transitoire, mais c'est un transitoire qui dure un peu, et ça, c'est inconfortable pour tout le monde. Donc, elle va être de moins en moins accommodante, et le calendrier de cette moindre accommodation va être plus serré que précédemment, que l'on ait Lael Brainard maintenant en numéro 2 de la Fed, donc une super Dove, super accommodante, ne changera rien au fait que il faudra en passer par là. Du côté de la BCE, donc on n'a que 2%. Alors je pense que l'interview de Isabelle Schnabel sur Bloomberg, si j'ai bien compris, en fait, elle a dit qu'il y avait un risque haussier sur l'inflation. Alors, ça fait un peu faire un hoquetement au marché, mais je pense qu'elle parlait de l'année prochaine. L'année prochaine, en fait, je crois que leur prévision d'inflation, celle des équipes de la BCE, était de 1,7%. C'est assurément trop bas, ça va être revu à 2 et quelques, j'en ai aucune idée. C'est exactement ça, oui, 1,7, je l'ai sous les yeux. Voilà, donc, et en fait, je pense que tout de même, la BCE va nous dire 23, 24, on va se retrouver vers 2. Donc, à ce titre-là, et avec le guidage prospectif, la forward guidance, comme on dit, qu'ils ont mis en place en trois temps, des choses assez précises, à mon avis, il n'y a pas la place dans ce contexte-là pour un resserrement
d'ailleurs pour une remontée des taux en 2022. Après, il y a qu'est-ce qu'ils vont faire des achats? Oui, ils vont moins acheter. Jusqu'à quelle date? Quand vont-ils arrêter? Tout ça, ça se discute. Et donc, on sera un peu comme aux États-Unis, sans doute avec une dilatation du temps qui sera plus importante. Mais là où aux États-Unis, spéculer sur une première hausse du taux directeur quelque part avant la fin de l'année prochaine, c'est crédible. Alors, on verra bien quel sera le profil des prix, mais c'est crédible. En Europe, à mon avis, c'est assez peu crédible. Quant à nos amis anglais qui se sont déjà pris un peu les pieds dans le tapis en matière de hausse des taux d'intérêt, bon, il va falloir qu'ils éclaircissent leur position, quoi. Mais le choc d'offres, et je pense que le gouverneur de la Banque d'Angleterre, M. Bailey, l'a quand même reconnu, quoi. Dans ce qui se passe, il y a du choc d'offres, et une politique monétaire face à un choc d'offres, c'est pas très facile, quoi. Bon, en termes de stratégie d'investissement, quand on fait la somme de tout ça, alors déjà, il y a la partie un peu court terme, quand même, tactique de fin d'année. Frédéric, je ne sais pas, alors c'est vrai que est-ce que la saisonnalité dans cette année 2021 a encore un sens? Je sais que normalement, la période de Thanksgiving est à 100% positive, historiquement, pour les marchés. Est-ce que ça peut aller beaucoup plus loin encore? Est-ce qu'on est déjà dans une forme d'excès? Est-ce que, comme le disait il y a quelques jours le patron de Goldman Sachs, est-ce que le greed l'emporte sur les fears, sur les peurs de marché aujourd'hui? Quand on regarde les niveaux de marché, on peut avoir l'impression effectivement que c'est très cher, mais les marchés obligataires sont encore plus chers. Alors, encore une fois, et puis quand on regarde les marchés immobiliers, bon, ça a quand même bien monté aussi. Le cash, c'est du négatif. Donc, dans l'ensemble, quand on regarde les marchés actions, si on tient compte de ça, ils sont peut-être un peu chers, mais c'est relativement justifié. Puis n'oublions pas quand même qu'on peut estimer que la croissance bénéficiaire l'année prochaine sera supérieure à 10%, peut-être, enfin pas sur les 12 prochains mois, de l'ordre peut-être de 15%. Donc on est quand même tiré par une croissance bénéficiaire plutôt solide, avec des banques centrales qui vont souffler un vent contraire, mais je dirais en faisant attention quand même de ne pas casser la machine. Donc voilà, on n'aura pas les 10-15%, mais nous on pense qu'on pourra avoir sur les 12 prochains mois encore des performances positives, peut-être plus entre 5 et 10%. D'un côté, voilà, croissance bénéficiaire encore très positive, et puis de l'autre côté, des banques centrales un peu moins accommodantes. Donc oui, pour nous, je pense, et surtout sur les actions européennes où le risque inflationniste, où le risque que la machine se casse, notamment par une hausse des taux, ou que l'argument, les obligations sont chères, se maintiennent. Sur les actions européennes, peut-être encore plus de probabilité que la performance soit positive. Ouais. Alors, ce qui est intéressant déjà, c'est que la séance du jour est instructive, parce qu'on a quand même un petit sell-off sur l'obligataire. On a un taux long 10 ans américain qui prend 10 points de base aujourd'hui. Je trouve que les actions sont plutôt dans le rouge en Europe, mais aux États-Unis, c'est pas encore joué en cours de séance. Le marché action tient plutôt bien quand on voit même ces mouvements de court terme de remontée des taux aujourd'hui. Voilà, oui. Non, mais ça valide l'idée que 60% sur les obligations. Voilà, quand vous avez une croissance potentielle du double, enfin même plus encore si on compte l'inflation, et c'est bien du nominal, plus les dividendes. Bon, c'est pas non plus quelque chose qui soit assez formidable. Donc nous on pense que les taux obligataires peuvent encore monter sans pour autant provoquer d'accidents sur les marchés actions. Et puis devrait-il monter par exemple au-dessus de 2% et trop vite? Je pense que c'est surtout la volatilité à ce moment-là. Comme la Banque centrale, comme nous, est persuadée que l'inflation est plutôt du côté temporaire, eh bien, la Banque centrale aura toujours l'opportunité de calmer les marchés de ce côté-là. Encore une fois, voilà, c'est l'inflation, voilà, ce sont les chiffres d'inflation et la conviction qu'ont à la fois les banquiers centraux et les investisseurs qu'elle est temporaire, qui fait et qui fera que ces marchés actions continueront ou non de tenir. Et l'Europe encore et toujours, parce que si on regarde sur l'année 2021 et même depuis les vaccins en novembre 2020, l'Europe devait rattraper en tout cas un peu de sa sous-valorisation par rapport au marché américain. La value devait l'emporter aussi versus le style croissance. Quand on fait le match un an après, franchement, les écarts n'ont pas tellement bougé, Frédéric.
C'est vrai, mais ce qui est plutôt bien par rapport à la période encore derrière où effectivement parier contre les actions américaines, ça aurait pu être pire, vous dites, l'écart aurait pu être encore plus important. Plutôt mauvais. Il y a eu des années où les actions américaines sont beaucoup mieux comportées que les actions européennes et ça a duré. Non, pour nous aujourd'hui, compte tenu du fait qu'on est plutôt dans l'idée d'une croissance économique solide et quand même de taux qui remontent, on a le sentiment que c'est un peu plus le tour des actions européennes qui sont un peu plus value, un peu plus cycliques par rapport aux actions américaines qui sont un petit peu plus croissance. Maintenant, parmi les actions croissance, il y en a qui demeurent évidemment très intéressantes. François, sur ces considérations de marché, et je veux bien qu'on ouvre la discussion avec vous avec le dossier Trigano. Parlons un peu d'entreprise. Mais voilà. Pardon. La PME, puisque c'est 3 milliards de capi, on est loin des on est loin des GAFAM. Un peu plus que. Oui, d'accord, mais c'est une belle entreprise de taille. Pour venir sur les valorisations de marché, c'est vrai que les indices sont sur les sommets, ils les ont battus de nombreuses reprises. Moi, je partage l'avis qu'ils sont finalement moins chers pour les 12 prochains mois qu'ils n'étaient en début d'année, puisque les multiples se sont bien détendus dans cette période, tout simplement parce que la croissance, c'est une réalité et elle est venue augmenter les bénéfices des entreprises. Et donc les multiples sont revenus sur des niveaux, en tout cas en Europe, qui sont assez proches finalement des médianes historiques. Si on regarde, on est sur des multiples de 16 ou 16 fois et demi les résultats des 12 prochains mois. Il n'y a pas de nature à être choqué par ce multiple compte tenu des taux d'intérêt qui restent proches de zéro en Europe. Et des perspectives qui sont donc positives pour les 12 prochains mois en termes de croissance bénéficiaire. L'autre aspect, c'est que on a également une volatilité qui est très faible et des investisseurs qui portent de plus en plus de risques actions et d'investissement actions face à des taux, on le disait, réels négatifs sur le reste de leur épargne. Donc c'est assez... voilà. Après, le mouvement de cette année... est-ce que la fin d'année, on va faire encore une dernière patte de feu d'artifice? C'est assez difficile à dire. Moi, je dirais qu'on a encore une fois déjà eu Noël depuis de très nombreux mois sur les marchés financiers et qu'on a été récompensé pour notre patience depuis 15 mois très généreusement par la plupart des indices et notamment les indices européens qui pour le coup n'ont pas failli par rapport à ce qui était le cas précédemment vis-à-vis des États-Unis. On a des belles performances en Europe. Et si on descend sur la macroéconomie, on a des entreprises qui donc font des publications qui sont souvent bonnes. Et on parlait de Trigano. La publication de Trigano n'apporte pas de surprise ni sur le chiffre d'affaires ni sur les marges. Pourquoi ça perdisse alors? Pourquoi le marché veut pas voir qu'on a là une entreprise dont les capacités de production sont saturées pour 2 ans, avec un pricing power incroyable, une demande extraordinaire avec sans doute une nouvelle clientèle, avec l'aspect sanitaire qui se tourne vers cette nouvelle mobilité des camping-cars. C'est vrai que moins 10 là. La valeur est pénalisée par la crise qui touche les semi-conducteurs et la fourniture des matières premières pour eux. Ça va représenter à peu près 200 millions d'euros sur le deuxième semestre. Donc c'est quelque chose qui est effectivement une communication un peu nouvelle de la société. Après, très sincèrement, le parcours du titre était superbe aussi. On a une consolidation de 10%. Ce qui peut être surprenant, c'est de voir que le marché, ça fait plusieurs publications comme cela, qui sont finalement assez conformes à ce qu'on pouvait espérer, de la part d'entreprises de grande qualité, parce que Trigano, pour le coup, on est actionnaire et on en a racheté aujourd'hui pour être totalement transparent. On est à l'achat sur ce dossier et on n'a pas modifié nos cours objectifs suite à la discussion qu'on a pu avoir avec le management après la publication hier. Donc clairement, on a des entreprises de qualité qui publient dans les clous. Peut-être que les investisseurs étaient tellement gourmands parce que ça fait maintenant longtemps que le marché attend des bonnes nouvelles sur ces dossiers-là. Et c'est vrai que ce sont toujours des bonnes nouvelles pour une entreprise que d'être en difficulté pour satisfaire l'offre, sachant que on considère pour Trigano que c'est une offre qui est durable, c'est-à-dire que la demande, elle est là, c'est un nouveau mode de consommation du loisir, des week-ends, des vacances, ça correspond bien d'ailleurs aux normes sanitaires, vous en parliez, cette bulle de sécurité. Qui ont défini le camping-car comme une nouvelle bulle sanitaire mobile, c'était il y a 1 an maintenant. Donc ça va en tout cas dans quelque chose qui est tout à fait durable. Moi, je suis assez convaincu que la demande qui est là et qui va rester est prête à attendre quelques mois d'être livrée pour avoir l'objet de tous leurs rêves livré pour leurs prochaines vacances. Donc, j'ai pas d'inquiétude sur la soutenabilité de cette demande-là et sur la capacité du groupe. Clairement, là, ils ont montré la capacité, bien évidemment, à tenir leur prix, à les monter, à maintenir leur marge à des niveaux records pour le groupe.
c'est une magnifique PME française. Je crois que clairement là, on peut être positif sur les prochains mois. Ça s'est un peu tendu parce que le cours de bourse s'était tendu, mais clairement, ça correspond vraiment à quelques pépites que nous pouvons avoir dans le segment des PME françaises. En tout cas, nous, on est convaincus sur le modèle. Hervé, sur les marchés aujourd'hui, alors l'idée que peut-être les progressions sont un peu vertigineuses, les niveaux de prix atteints sont historiques sur bon nombre de marchés. Est-ce qu'on est dans le début d'une forme de complaisance quand même, d'excès de ce point de vue-là, ou est-ce que quand on regarde ça d'un point de vue un peu macro, est-ce que ça reste conforme à l'idée de la reprise économique ? Alors, je ne vais pas répondre directement à la question, mais Vous avez le droit. J'ai mes questions, vous avez vos réponses. Merci Grégoire. Je vais insister sur 2 points. Moi, j'ai l'impression que quand on essaie de voir un tout petit peu plus loin sur les marchés, moi, ce qui me frappe aujourd'hui, je vais être sur des sujets très classiques, la croissance d'une part et l'inflation de l'autre. Oui. Sur la croissance, quand vous prenez les anticipations des économistes tels que Bloomberg peut les faire apparaître, en fin d'année prochaine, en glissement sur un an, vous rejoignez partout ce qui apparaît être la tendance de moyen terme de la croissance. Ça vaut pour les États-Unis, ça vaut pour les différents pays européens, et ça, c'est quand même bizarre, quoi, de se dire qu'on a eu un choc important, on a eu plein de soutien de politique économique de mise sur la table, et puis ping, tout revient à la normale. Je crois que ça ne se passera pas comme ça, vraisemblablement. Donc, ce sur quoi je veux insister en matière de croissance, c'est qu'il y aura des surprises, et là encore, avec des gagnants négatives, et des perdants. D'accord. Je ne sais pas si ça l'est, mais dire que tout le monde, je veux ne voir qu'une tête, revient sur la croissance de la décennie passée, ça paraît quand même un petit peu naïf, presque. Donc, à mon avis, c'est une anticipation qui est mal calée, et donc, il y aura des écarts macro qui se retrouveront sur la microéconomie. Donc, il faut être attentif. Donc, en cours d'année, je pense qu'il y aura des ajustements. Et sur les prix, moi, je crois à l'idée du caractère temporaire du boom que l'on a aujourd'hui. Mais il me semble tout de même que lorsqu'on réfléchit, on va revenir sur un régime d'inflation, puisque ça s'appelle comme ça, qui ne sera pas tout à fait le même que le passé. Il ne faut pas oublier que le passé, en zone euro, une inflation à 1,4% sur toute la décennie avant la Covid, 1,7, 1,8 aux États-Unis. À mon avis, on sera plutôt 0,5 points, un gros 0,5 points au-dessus. Donc là encore, ça ne va pas être le retour à la case départ. C'est un nouveau monde qui est un peu différent d'avant, mais qui est quand même nouveau, parce qu'on veut à la fois de la croissance, de la soutenabilité de celle-ci, et on veut de l'inclusion, qu'on arrive à mettre tout le monde dedans. Et on voit bien qu'en termes de partage de la richesse, en termes de politique économique, ça ne sera plus exactement comme avant, et donc il faut s'y préparer. Puis j'aime bien, parce que plus les sujets prennent une importance politique, plus on se dépêche de demander aux banques centrales de les traiter. Alors, croissance, emploi, inflation, ça c'était historique, mais maintenant, il faut être inclusif, le climat, les cryptos, le risque cyber, tout ça. Et à l'école, on apprenait, lorsqu'on était petit, un objectif de politique économique, il faut un instrument. Et là, il va en falloir tout plein d'instruments. Ça ne va pas être simple. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour cette discussion ce soir. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Hervé Gouletker, Senior Economic Advisor d'Accuracy. François Chollet, Directeur Général de Montségur Finance. Et Frédéric Rollin, Conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management, étaient nos invités en plateau.